Media Group à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1, Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Mercredi 22 avril 2026, merci de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Il est exactement 7h sur l'ensemble de nos réseaux synchronisés. Le journal, voici les titres. À la une de ce journal, 4 ministres du gouvernement ont fait face à la presse hier pour une séance de questions-réponses. Au total, 85 engagements ont été pris dans le cadre, bien entendu, du pacte de stabilité sociale. Le gouvernement s'engage à renforcer le dialogue social. Des mesures fortes ont été annoncées également, notamment surtout sur la construction de 2 prisons de 1000 places pour désengorger les lieux de détention. En ce temps, face à ce problème de surpopulation carcérale, le juriste enseignant et consultant Dr Ibrahima Ndiaye a invité aux autorités de développer le rôle du juge des libertés et celui du juge de l'application des peines dans les procédures judiciaires. On en parlera dans ce journal. 72 de grève dans le secteur dans le secteur sanitaire à partir d'aujourd'hui. La Fédération des syndicats de la santé F2S en grève générale les 22, 23 et 24 avril. 3 points de revendication: le non-respect des accords signés avec le gouvernement, la dégradation du système sanitaire, le silence des autorités entraînant des risques pour la prise en charge des patients. Vous entendrez ces explications dans ce journal. En ce temps, sachez qu'Andegesem également poursuit son 9e plan d'action de grève. Le syndicat a décrété 72 heures. Entre autres informations pour constituer ce journal, l'actualité internationale s'en suivra. Le sport et cette édition sera bouclée par la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Merci à Mohamed Thiam et Baba Edra qui assurent la partie technique à Alamid Senghor devant ce micro. D'abord, sachez que le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a ouvert le bal des auditions des ministres hier à l'Assemblée nationale. Bien entendu, une première dans l'histoire de l'institution, marquant ainsi une avancée majeure à l'Assemblée et favorisant surtout le renforcement du contrôle parlementaire. Ce mercredi, donc 22 avril, à partir de 9h, c'est au tour du ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, puis à 17h, le ministre des Forces armées. Dans un face-à-face hier avec la presse sénégalaise et internationale, le gouvernement du Sénégal a annoncé un ensemble de mesures structurantes. Le recrutement de 2500 enseignants ou agents de santé, la construction de 35 centres de santé d'ici fin juillet, dans un programme global de 1000 ou de 100 infrastructures. Eh bien, pour ce qui concerne le pacte de stabilité sociale, le gouvernement a sa volonté d'accélérer les réformes pour renforcer le dialogue social. Suivons ce reportage, ou en tout cas un compte rendu de Sira Béatrice Ndione. Dans le cadre de son engagement en faveur de la restructuration des bases sociales et de la transparence, le gouvernement a pris des mesures concrètes rendues possibles grâce au dialogue social entre l'État, le patronat et les travailleurs. Dans son allocution, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a annoncé le recrutement spécial de 2500 agents de santé. Une grande partie de ces postes sera consacrée aux médecins, infirmiers et sages-femmes dans le but de renforcer le système de santé. Recrutement spécial de 2500 agents
On doit recruter 2500 agents, la plupart médicaux et paramédicaux, c'est-à-dire médecins, infirmiers et sages-femmes. Les autres 500, c'est pour des agents administratifs. Après avoir évalué le personnel de santé, on a vu que le personnel de support est plus important que les médecins et les sages-femmes. Je peux dire qu'il y a une inégalité à corriger. Sur le plan des infrastructures, le ministre Déthié Fall est revenu sur les réalisations de son secteur. Il a indiqué que 35 centres de santé seront lancés au plus tard d'ici la fin du mois de juillet. Programme des 35 centres de santé. Le programme des 35 centres de santé est également validé. Le schéma a été retenu avec le ministère de la Santé et au plus tard fin juillet, nous lancerons ces 35 centres. Les localités retenues par le ministre lui-même sont Réfane, Touba, Mboul, Diofior, Gossas, Karang, Birkilan, Tivaouane Peulh, Bambilor, Mbour, Escale, Malem Hodar, Médina Sabakh, Wakhingounda, Khossanto, Dabo, Diaoubé, Louga, Vélingara, Ferlo, Marsassoum, Boki Diaoubé, Galem, Koussanar, Ndiagandiao, Baol et Cap Skirring. Ce sont les 35 premiers centres, mais il s'agit d'un programme global de 100 centres de santé. Dans ce programme que nous déroulons, 2 UVS seront concernés. Il est également prévu un hôpital à Bakel et un autre à Médina Gounass. C'est ce qui reste à finaliser. Par ailleurs, sur le plan juridique, 2 prisons d'une capacité de 1000 places chacun seront construites à Louga et à Mbour afin de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale. Vous entendez tous parler de la surpopulation carcérale. Grâce aux démarches de l'État, nous avons introduit des demandes pour le lancement de 2 prisons qui accueilleront chacune 1000 personnes à Louga et à Mbour. Il existe également un autre programme devant accueillir 2500 personnes, mais nous sommes confrontés à des difficultés que nous avons déjà expliquées. Le ministre Déthié Fall a également annoncé que l'aéroport de Ziguinchor sera ouvert d'ici le 30 avril. S'agissant du pacte de stabilité sociale, le ministre de la fonction publique Olivier Boucal a détaillé une série de mesures concrètes visant à apaiser les tensions sociales et à moderniser l'administration sénégalaise. Au total, 85 engagements ont été pris par l'État, incluant notamment l'intégration progressive de travailleurs dont les contrats avaient été rompus dans plusieurs structures telles que le port autonome de Dakar, la société Dakar Demdik, le secteur des mines, la CDC et Sen'Eau, entre autres. Sira Béatrice Ndione, nous restons toujours dans cette conférence de presse du gouvernement du Sénégal. Interpellé sur la grève dans le secteur de l'éducation, le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, a appelé les syndicats à privilégier l'écoute et la concertation afin de garantir, selon lui, la stabilité du système éducatif qui est aujourd'hui important. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Sira Béatrice Ndione. Et une transformation, c'est par génération. Li ñu bëgg dëgg ci wàllu agriculture, li ñu bëgg ci wàllu industrie, li ñu bëgg ci fànn yépp, école moo ko war a porter, et ça, les autorités en sont très très conscients. Moo tax la question du dialogue. On a mis une politique de dialogue boo xam ni de façon permanente benn agenda. On rencontre donc l'agenda, le G7, on discute ensemble. Am na loo xam ne sax am na quelqu'un malheureusement qui a critiqué cela en disant oui, mais pourquoi ngay voyager avec les syndicats? Je dis je l'assume. Je l'assume, et quand je serai en mission, je préfère donc parmi mes collaborateurs ou ci délégation bi dugal ci aussi quelqu'un donc du syndicat. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils voient, qu'ils participent à ce qui se fait dans le monde, qu'ils reviennent, qu'ils impactent aussi d'autres enseignants. Et donc cette collaboration entre les syndicats et le gouvernement est une collaboration essentielle et sont des orientations que nous avons reçues donc des autorités. Enfin, ils ont posé un autre problème, l'accès donc au poste de responsabilité. Ça aussi, nous avons accédé à leurs demandes avec une bonne écoute et parce que c'est tout simplement légitime. Dire à tout le monde et à tous les Sénégalais que nous passons d'un système éducatif à une société éducative, l'effort d'éducation doit être partagé par tout le monde. Moustapha Guirassy, que vous venez à l'instant d'écouter. À l'occasion de cette conférence de presse, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé, bien entendu, la construction de 2 prisons de 1000 places chacun ou chacune. L'une sera installée à Louga et l'autre à Mbour, une alternative pour désengorger nos prisons qui sont aujourd'hui réputées bondées. Une bonne initiative face à la surpopulation carcérale. Donc, en parallèle, le juriste enseignant et consultant Dr Ibrahima Ndiaye invite les autorités à développer le rôle du juge des libertés et du juge de l'application des peines dans les procédures judiciaires. Dr Ibrahima Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Baïdongo Fall.
Le juge des référés permet de prendre donc des décisions pour une affaire suspendue à une prochaine audience. Il est important d'avoir donc le juge des référés dans le système. Maintenant, ça permet d'évacuer les affaires les plus courantes et les plus rapides. Le juge d'application des peines maintenant, lui, il est entre la prison et la réinsertion. Le juge d'application des peines donc peut venir à l'improviste pour voir les conditions dans lesquelles naturellement donc ces détenus sont. Et s'il estime qu'il y a une surpopulation dans les chambres par exemple, il peut lui s'autosaisir pour voir les différents dossiers concernant donc les détenus qui sont définitivement condamnés, dont les procès sont arrivés à l'autorité de la sous-jugée pour voir maintenant leurs conditions, leur comportement, les gages de réinsertion donc ils présentent et proposer ou tout simplement décider la réduction de leur séjour en prison sous la forme donc d'une surveillance qui sera définie naturellement donc par l'ordonnance qu'il va rendre. À partir de là, on constatera qu'il pourrait intervenir pour le désengorgement des prisons. Mais un autre problème est à poser. Le juge d'application des peines ne peut pas intervenir tant que la condamnation n'est pas définitive. Et si l'on sait que dans les prisons sénégalaises, ce sont des gens qui sont en détention préventive, c'est-à-dire des présumés innocents qui remplissent les prisons, le procureur, le juge d'instruction qui place un mandat de dépôt, si naturellement il a en tête cette volonté de désengorger les prisons, il serait possible peut-être d'utiliser des peines alternatives. La volonté de désengorger donc les prisons pour une part plus importante, ça concernera donc le procureur et le juge d'instruction. Docteur Ibrahima Ndiaye, vous venez à l'instant d'écouter, je rappelle qu'il est juriste, enseignant et consultant dans le cadre judiciaire. Face à la presse, lors de la traditionnelle conférence Kaddu, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a fait le point sur le pacte de stabilité sociale, évoquant surtout les efforts consentis dans le secteur. Il a évalué à plus de 8 milliards de francs CFA le coût des revendications des syndicats. On chiffre contesté à la suite de la conférence de presse par Dr Mbalo Diatiam, du syndicat en Duguesem. Il est joint au téléphone par Mariam Sodendiaye. 2500 agents seulement à recruter en 2026 sur un gap de près de 18 000 agents, compte non tenu des départs définitifs, des besoins nouveaux et d'une armée de contractuels ayant capitalisé plus de 2 contrats à durée déterminée, c'est-à-dire CDD. Ces contractuels donc hérités des programmes de santé tels que ISMEA, Buffet récemment, JICA, PATS, Gavi, etc. Donc nous pensons que c'est très très peu. D'ailleurs, c'est dérisoire, d'autant plus qu'en son temps, nous avions demandé par rapport au programme de développement des ressources humaines, PDRH du ministère de la Santé, adossé au plan national de développement sanitaire. Nous avions dit, étant donné que le ministère de la Santé ne maîtrise pas les effectifs, parce que c'est la fonction publique qui recrute pour le ministère de la Santé, nous avions demandé la dévolution du recrutement au ministère de la Santé pendant au moins 10 ans, et pour essayer de combler tous ces gaps-là. Mais on était d'accord, donc à défaut, de procéder à un recrutement de 5 000 agents par an. Maintenant, si on nous propose 2 000... Nous restons toujours avec lui. Dr Mbalo Diatiam a informé que le syndicat déclenche son 9e plan d'action, 72 heures de grève à partir de ce mercredi sur toute l'étendue du territoire. Voici ses explications. Poursuivant l'exécution de son 9e plan d'action, Andegesem sera en grève de 72 heures le mercredi 22, jeudi 23 et le vendredi 24 avril sur l'étendue du territoire national en respectant les urgences mais sans observance du service minimum. Et pour rappel aussi, c'est pour exiger du gouvernement l'octroi de l'indemnité de logement aux contractuels des établissements publics de santé et ceux du ministère de la Santé, sans oublier ceux des collectivités territoriales qui émergent dans la santé. Les autres points concernent les plans de carrière et l'assiette foncière de Daga Kholpa dans le programme
donc SUTSAS Namara. Nous demandons aussi aux contractuels des établissements de santé de ne pas être divertis parce que cette question donc les concerne au niveau le plus élevé parce que les autres camarades qui sont dans la lutte ont déjà engrangé pour la plupart leur indemnité de logement depuis le 31 mai 2022. Donc ils sont les seuls à ne pas bénéficier de cela et une raison donc supplémentaire pour redoubler d'ardeur pour la matérialisation de ces acquis. En plus de cette grève de Andegesum, eh bien, sachez que la Fédération des syndicats de la santé FDS avec le Front syndical pour la défense du travail seront aussi en grève de 72 heures à partir d'aujourd'hui. Ce mercredi, ils s'indignent du non-respect des accords signés avec le gouvernement, la dégradation du système sanitaire et le silence des autorités entraînant des risques pour la prise en charge des patients. Je vous propose d'écouter Cherchek. Il est le président de la Fédération des syndicats de la santé et secrétaire général démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Il est joint au téléphone par Khalifa Babakarfal. Le plan d'action est lié à la continuité de la lutte qu'on a eu à mener dans le passé. Vous savez, c'est notre 5e ou 6e même plan d'action. Pour la petite histoire, on était en lutte. Et avec l'arrivée du nouveau gouvernement, ils nous ont fait comprendre qu'on était dans une situation difficile. On est resté pendant 1 an sans aucune activité de libre, si ce n'était que la rétention d'informations, pas de grève. Et eux-mêmes nous ont appelés pour nous demander, dans le cadre des discussions, au lieu de négocier avec chaque secteur, d'essayer de centraliser tout dans le cadre des discussions pour l'aboutissement, pour la signature du pacte de stabilité sociale. Et nos secrétaires généraux, parce que nous sommes appelés à des centrales syndicales, nous ont demandé et nous avions accepté. Quand on est allé dans ces discussions pendant presque 4 mois, c'est en ce moment que l'État s'est engagé et a pris la responsabilité en ce qui concerne le secteur de la santé de régler des problèmes liés au déficit du personnel qui est de 18 000 agents. Ce déficit de 18 000 agents devrait être résorbé sur 5 ans. C'est-à-dire chaque année, un recrutement de 3 500. Ils s'étaient engagés pour un recrutement social l'année dernière, ils ne l'ont pas respecté. On a l'impression que c'est des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir, ils sont très forts et qu'ils ont la capacité de faire plier tout le monde. Et c'est pas bon. Vous venez à l'instant d'écouter Cherchek. Je rappelle qu'il est le président de la FDS, la Fédération des syndicats de la santé. Il est exactement 7h16 sur l'ensemble du territoire national. Si vous nous écoutez, vous êtes bien sûr sur Solo Média. L'actualité, on parle cette fois-ci du débat politique ou public qui est fortement dominé par la politique, détournant l'opinion de l'essentiel, surtout au Sénégal. Les hommes politiques ont pris en otage la population sénégalaise avec leurs adversités au détriment des urgences sociales. Un cri de cœur de plusieurs citoyens, certains rencontrés dans les rues de Dakar, interpellent les autorités aux leaders politiques à se concentrer, à sortir le pays du gouffre. C'est un reportage signé Ibrahima Khalid Diémé. Ils sont nombreux à se poser la question si vraiment les politiques peuvent régler les questions essentielles de la société avec l'atmosphère polluée par les querelles politiques. Durant les 2 jours, on parle que de Macky Sall sur ça. Et demain, on va parler que de l'Ehadiaï et du fameux complot de Sud-Bodé. Donc, les politiciens ont emporté la majeure partie de la population sur les acquis politiques, sur les fictions politiques et la situation politique. De ce fait, on ne peut pas retourner sur l'essentiel. Et les enjeux politiques, du jour au lendemain, chaque jour, il y a de l'ampleur par rapport aux dominations de la politique. C'est inadmissible de dire qu'ici au Sénégal, ça marche. Actuellement, si tu veux entendre la vérité, au Sénégal, rien ne marche pas à cause des politiciens. C'est les activités politiciennes là. Et aller au travail. Allez travailler. C'est ça qu'on entend. Selon les citoyens, il est nécessaire que les hommes politiques pensent à développer un climat apaisé et s'occuper des difficultés des populations. Ils doivent s'occuper des questions essentielles de la société, de la réalité. Mais ils n'ont pas le temps. Parce que le temps est trop dominé par eux, par des élus. Et par rapport à ça, les intervalles de 2 ans ne donnent pas le temps à chaque étape, chacun va être sur cette podium ou remporter cette élection. Nos interlocuteurs pensent tout de même que les querelles politiques font reculer les bonnes ambitions et installer la haine dans le pays. Parti politique yoo xam ne dañuy dem ba kenn gagné ñu war koo ñu accompagner pour intérêt Sénégal mais da ngay gis ni que ni ku ci nekk da ngay xool nooy demee tànk ki ñu politique mën naa wax dafa tardé Sénégal si lu bari ndax Sénégal ni ñuy politique
Depuis plusieurs années, la population sénégalaise est victime de querelles politiques intenses, créant un fossé entre espoir et réalisation. Les populations, de leur côté, veulent se séparer de ces pratiques et penser à l'avenir de la nation. Ibrahim Khalid Diame, Amnesty International a publié le rapport 2025-2026. Seydi Gassama et compagnie ont souligné dans ce rapport que le droit de réunion pacifique a connu une amélioration notable durant ces 12 derniers mois. Entre autres points concernant le respect surtout des droits de l'homme, l'état de la démocratie sont aussi évoqués dans ce rapport, parcouru ici par Mam Sokhna Dramé. Selon le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, les autorités ont fait des progrès significatifs en matière de liberté de manifester au cours de l'année 2025 et au premier trimestre 2026. Une évolution qui se traduit concrètement par une augmentation du nombre de rassemblements autorisés dans le pays. Seydi Gassama souligne que plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques, mais aussi la coalition sénégalaise pour la Palestine ont pu organiser des manifestations sans entrave majeure. Même en cas de tension, les autorités administratives ont parfois privilégié le dialogue en sollicitant l'appui d'acteurs de la société civile pour désamorcer les blocages. Pour lui, cette dynamique traduit une volonté plus affirmée de respecter un droit fondamental, celui de manifester, un droit dont la restriction, rappelle-t-il, a lourdement marqué l'histoire récente du pays. Entre 2021 et mars 2024, le Sénégal a été secoué par des violences politiques ayant causé des dizaines de morts et de nombreux blessés. Des événements que Seydi Gassama estime liés en grande partie à l'interdiction de manifestations pacifiques et aux répressions qui ont suivi. Dans cette perspective, il salue également les mesures annoncées par les autorités pour moderniser les forces de sécurité, notamment l'introduction de caméras individuelles et d'outils numériques, des dispositifs censés renforcer la transparence, limiter les abus et lutter contre la corruption, aussi bien sur les routes que lors des opérations de maintien de l'ordre. Des avancées encourageantes donc, mais aussi fragilisent, car pour Amnesty International, le véritable test reste à venir. Inscrire durablement ces progrès dans les pratiques, afin que le droit de manifester ne soit plus jamais une source de drame au Sénégal. Sokhna Dramé, merci. C'est elle qui a parcouru ce rapport de Amnesty International publié pour l'année 2025-2026. En bref, candidat pour la succession d'Antonio Guterres aux Nations Unies, Macky Sall sera auditionné aujourd'hui, donc mercredi 22 avril, pendant 3 heures. Il sera interpellé par les 193 États membres et représentants de la société civile, une étape préliminaire avant de désigner celui ou celle qui dirigera l'Organisation des Nations Unies. 3 autres candidats, ou en tout cas les 3 autres candidats, la Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi et la Costaricaine Rebecca Grispan sont déjà auditionnés hier mardi. La compétition pour la direction de l'Organisation des Nations Unies s'annonce particulièrement disputée. La nomination officielle sera donc tranchée avant la fin de l'année 2026, avec surtout par l'Assemblée générale sur la recommandation du Conseil de sécurité. Il est exactement 7h passées de 21 minutes dans le nord du Sénégal, notamment à Saint-Louis. Si vous nous suivez, vous êtes sur la 96.1. Et nous parlons du reportage du jour. Nous parlons bien sûr du café Touba, qui est aujourd'hui symbole de tradition et d'identité culturelle. Cette boisson emblématique du Sénégal s'impose aussi comme une véritable activité génératrice de revenus pour de nombreux vendeurs sénégalais, surtout les jeunes, dans les allées sur les allées du marché de la foire. Bien entendu, au niveau donc du CICES, le café Touba attire de plus en plus de consommateurs grâce à son goût unique et ses arômes épicés. Le café occupe aujourd'hui une place importante dans le quotidien des Sénégalais et les vendeurs y trouvent leur compte. C'est un reportage signé Awa Aïcha Diop. Boisson emblématique du Sénégal, le café Touba est bien plus qu'un simple café entre spiritualité, tradition et savoir-faire. Fodé Sona Seydi, un vendeur de café élancé au teint noir, vêtu d'une tenue traditionnelle, nous parle de la provenance de ce café. Oui, le café Touba, c'est quelque chose, c'est une héritier que Ahmadou Bamba nous a amené. Maintenant, le plus important, c'est de préparer le café. Il faut préparer le café sans le ménager. Pas comme les autres le font, on lui met des bouillies, des riz, c'est pas normal. Le café, quand
quand tu les prépares, tu dois faire café et diak, comme le Serigne a dit. Toujours lui, trouvé dans sa tente avec beaucoup de variétés, il nous parle. On fait toutes les variétés parce que nous, on a des sacs qui ont fait des événementiels. Si tu veux, ça dépend des clients, tout ce qu'ils veulent. Si tu veux le quinquilibre, on te fait ça, café, méo, tout. Ainsi, le Café Touba ne se limite pas à une simple boisson, il représente un héritage culturel et une activité génératrice de revenus pour de nombreux acteurs. Awaïcha Diop, c'est cet élément qui met un terme à la première partie de ce journal. L'actualité internationale s'en suivra, ce sera juste après ceci. Actualité internationale. La guerre au Moyen-Orient se poursuit toujours. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi, donc hier dans la soirée, maintenir le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à la fin des discussions. Ainsi, le blocus des ports iraniens. La fin de la trêve internationale était initialement prévue, je rappelle, dans la soirée d'hier à partir de 23h50. Le doute plane toujours sur une possible reprise des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Les deux pays multipliant menaces et déclarations belliqueuses. Un nouveau cycle de négociations entre le Liban et Israël va se tenir aujourd'hui, ou en tout cas demain jeudi 23 avril aux États-Unis, a confié le président libanais Joseph Aoun. La délégation libanaise sera menée par Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait accueillir les 22 et 23 avril des militaires d'une trentaine de pays pour discuter de la formation d'une mission dirigée par le Royaume-Uni et la France afin de protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. 7h25, la page sport. Solo Média. L'actualité sportive. L'actualité sportive, nous démarrons d'abord par ce climat de crise qui s'installe à la Fédération sénégalaise de football. Le comité exécutif dénonce une répartition jugée opaque des primes après le sacre à la CAN 2025, bien entendu au Maroc. Des montants considérés comme excessifs auraient été attribués à certains responsables alimentaires. Aujourd'hui, une vive polémique interne. Le point avec Pape Maguedba. De tension secoue actuellement la Fédération sénégalaise de football. Le comité exécutif affiche une vive colère contre certains responsables de l'instance suite à la répartition controversée de primes attribuées après le sacre du Sénégal à la CAN au Maroc. Selon plusieurs sources, certains membres de la Fédération auraient perçu des primes allant jusqu'à 13 millions de francs CFA sans l'aval du COMEX. Plus encore, d'autres responsables, dont le président Abdoulaye Fall, auraient cumulé ces montants avec des bonus présidentiels accordés par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, atteignant parfois la somme de 63 millions de francs CFA. Face à cette situation, le groupe des 16 monte au créneau et dénonce une gestion jugée opaque des ressources financières de la Fédération sénégalaise de football. Ses membres exigent davantage de transparence et d'équité dans la distribution des fonds, estimant que la gouvernance actuelle ne respecte pas les principes de bonne gestion. Cette crise intervient pourtant à un moment où le football sénégalais brille sur la scène internationale portée par une deuxième étoile continentale des Lions. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent entre l'élection de la présidence de la fédération qui reste en suspense, le rôle attendu de la Fédération sénégalaise de football dans le dossier des supporters sénégalais détenus au Maroc, ainsi que le contentieux toujours pendant devant le tribunal arbitral du sport. Les défis sont nombreux. Dans ce contexte déjà chargé, ce scandale financier risque d'accentuer des divisions internes et de fragiliser davantage le fonctionnement de l'instance dirigeante du football sénégalais. À un moment où stabilité et rigueur apparaissent plus que jamais indispensables. Merci à vous, Pape Maguedba. Eh bien, sachez que les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les derniers, bien entendu, se jouent aujourd'hui, mercredi 22 avril. Tegal FC fera face à Génération Foot. Le match se jouera au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, là où Djambar défiera l'équipe de Stade de Mbour, en attendant donc de voir quelles sont les deux équipes qui vont donc rejoindre le dernier carré d'as, notamment les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Nous y reviendrons. La dernière partie de ce journal est consacrée à la revue de presse. Ce sera juste après ceci.